As millions of Americans face losing critical food aid because of the government shutdown, Senate Democratic leader Chuck Schumer today says he is willing to vote for a Republican-led bill extending food stamp benefits. He's pressuring Senate GOP leadership to bring the measure up for a vote, but Republican leader John Thune says the Senate will not consider standalone bills. Avez-vous déjà eu l'impression que le pays avançait tout seul, comme si personne ne tenait le volant? Comme si les décisions qui façonnent votre avenir étaient prises dans des salles inaccessibles, par des mains qui n'ont jamais rencontré les vôtres? Comme si les règles ne s'appliquaient qu'à ceux qui n'ont pas de pouvoir? Eh bien, ce sentiment n'était pas de la paranoïa. C'était le reflet fidèle d'un système qui glissait sur une pente dangereuse. Mais aujourd'hui, quelque chose a brisé ce cycle, quelque chose d'historique, de profond, presque impossible à croire. Pour la première fois depuis de nombreuses années, les détenteurs du pouvoir ont tremblé. La Cour suprême des États-Unis, avec 3 ministres nommés par Donald Trump lui-même, a levé la main et a dit « ça suffit ». Elle a brisé par une décision dévastatrice l'illusion d'une autorité illimitée. Elle a déchiré le voile de l'impunité institutionnelle et a révélé au grand jour que même l'occupant de la Maison-Blanche doit obéir à la Constitution. Tout cela n'est pas seulement une dispute partisane, c'est une question de survie démocratique. Et si, comme des millions de personnes, vous aviez le sentiment que personne ne surveillait les abus venant d'en haut, respirez. Aujourd'hui, le vent a tourné. Et vous allez comprendre chaque détail, sans trucage, sans distorsion, sans maquillage. Tout ce revirement a commencé par un épisode que beaucoup ont ignoré, mais qui a provoqué la première secousse. La nouvelle est venue de Portland, et son impact s'est propagé à Washington, atteignant les cabinets, les commissions et même les couloirs silencieux où les décisions sont préparées à l'abri des caméras. La Cour d'appel du 9e circuit a annulé l'ordonnance du juge Imigre, qui bloquait la tentative de fédéralisation de la garde nationale. Cela aurait déjà été énorme en soi, mais ce qui a suivi a ébranlé les fondements mêmes du gouvernement. Dans une intervention rare, urgente et percutante, la Cour suprême a rendu un jugement qui a frappé au cœur la stratégie présidentielle. Un séisme juridique, 7 voix contre 2, une majorité composée même de ministres choisis par Trump lui-même. La Cour a estimé que plusieurs décrets du président violaient directement la séparation des pouvoirs qui structure la Constitution des États-Unis. L'effet pratique? Immédiat. Les ordres qui donnaient au président le contrôle unilatéral sur des organes indépendants et sur les unités étatiques de la garde nationale ont été gelés. Des dizaines de décrets ont disparu du jour au lendemain. Le modèle de gouvernement par décret, comme l'appelaient certains analystes, s'est effondré. Des sources internes ont parlé de paralysie totale. Les secrétariats fédéraux se sont arrêtés. Les directeurs d'agences ne savaient plus quelles instructions suivre. Les règles d'immigration, les coupes budgétaires, les licenciements abrupts, tout a été suspendu. Le gouvernement est entré en mode improvisation, essayant de déchiffrer ce qui avait encore une validité juridique. Et le plus impressionnant, une partie de cette décision historique est venue de juges que Trump croyait avoir à ses côtés pour toujours. Amy Coney Barrett a clairement indiqué qu'aucun président ne peut réduire le Congrès à un simple accessoire. John Roberts est allé plus loin, il a affirmé que le pouvoir sans frein menace la République elle-même. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est un avertissement. C'est la Cour suprême qui dit que la voie choisie par le président était trop dangereuse. La décision annule 30 décrets. Parmi eux, ceux qui donnaient à Trump le pouvoir sur le budget fédéral, l'immigration, les licenciements massifs et le recours à la garde nationale pour contenir les manifestations et les opérations migratoires. Des États comme l'Oregon et l'Illinois l'emportent, désormais avec le soutien de la plus haute instance du pays. Le mécanisme autoritaire mis en place petit à petit, pièce par pièce, est en train d'être démantelé de la même manière, pièce par pièce. Les comparaisons avec le Watergate refont surface, et ce n'est pas exagéré. Les experts qualifient cette intervention de plus grande limitation judiciaire imposée à un président depuis plus d'un demi-siècle.
Tout comme Richard Nixon a découvert qu'il n'était pas au-dessus des lois, Donald Trump subit un choc similaire. Et il ne sert à rien d'essayer d'en faire un récit de persécution. 7 voix contre 2. Une majorité incontestable qui dépasse les clivages idéologiques. Ce qui est en jeu, ce n'est pas un parti, c'est le système démocratique lui-même. Le message de la Cour est sans équivoque. Aucun président des États-Unis ne peut devenir souverain par décret. Et si vous regardez tout cela et que vous ressentez un soupir de soulagement, sachez que des millions de personnes sont avec vous. C'est exactement pour cela que cette chaîne existe, pour expliquer sans déformation ce que les grands médias tentent de cacher ou d'édulcorer. Si ce contenu vous aide à comprendre le moment qui définira l'avenir du pays, profitez de ce tournant historique et abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous réfléchissons ensemble, nous ressentons ensemble, nous réagissons ensemble. Cliquez sur « S'abonner » et rejoignez-nous. L'ampleur de ce revirement est encore en cours d'assimilation, mais ses répercussions se font déjà sentir dans toutes les structures de l'État. Dans les couloirs de la Maison-Blanche, les proches collaborateurs du président décrivent la situation comme un séisme qui a ébranlé tous les piliers du projet de gouvernement qui était en cours de construction. Ce qui fonctionnait auparavant comme un engrenage actionné uniquement par des décrets et des ordres présidentiels est désormais au point mort, dans l'attente d'analyses juridiques, d'avis urgents et d'instructions prudentes. Les organismes fédéraux qui, ces dernières années, s'étaient habitués à obéir directement au président, en contournant le Congrès, sont désormais complètement paralysés. Les fonctionnaires ne savent pas s'ils doivent se conformer à ce qui a été récemment décidé, ou s'ils doivent reprendre leurs anciennes pratiques. Ils craignent d'agir de manière illégale, il y a des frictions entre les secteurs et surtout, il règne un climat de profonde incertitude. L'effondrement administratif n'est pas une prévision. Il a déjà commencé. Donald Trump, habitué à décider seul, est désormais obligé de négocier, d'écouter, de consulter et de partager son autorité. Et c'est précisément là que réside sa plus grande faiblesse. Tout au long de son mandat, il a démontré à plusieurs reprises qu'il n'était pas disposé au dialogue ni patient pour conclure des accords. Sa méthode a toujours été la confrontation directe, l'imposition de sa volonté et l'attaque de toute opposition. Aujourd'hui, sans le pouvoir absolu des décrets, il doit participer au processus démocratique et tout indique qu'il ne maîtrise pas ce terrain. Cette fracture institutionnelle n'est pas passée inaperçue auprès de ses opposants. Les parlementaires du Parti démocrate interprètent la position de la Cour suprême comme la confirmation de tout ce qu'ils dénonçaient depuis tant d'années. Ce n'est plus seulement un argument politique, mais un verdict officiel signé par les ministres que le président a lui-même nommé, déclarant que oui, Donald Trump a dépassé toutes les limites constitutionnelles. Cela devrait ouvrir la voie à une série d'enquêtes, de convocations formelles, de demandes d'éclaircissement et éventuellement de nouvelles procédures de destitution. Et si vous suivez ce récit et que vous pensez que tout cela doit être dit haut et fort, laissez votre commentaire. Écrivez exactement ceci. Je vois ce qui se passe et je ne suis pas seul. Mettez cela dans les commentaires, car votre message peut être la force dont quelqu'un a besoin pour se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand. Votre voix a du poids. Et lorsque vous vous exprimez, d'autres personnes trouvent le courage de s'exprimer également. Ce moment exige un courage collectif. Pour en revenir à l'impact immédiat, les 30 décrets exécutifs suspendus représentent plus que des statistiques. Chacun d'entre eux modifiait des politiques importantes. Le recours à la garde nationale sans l'autorisation des gouverneurs était déjà vivement critiqué par les experts en sécurité. La tentative de contrôler des agences de régulation indépendantes, telles que la Commission fédérale des communications et la Commission des valeurs mobilières, compromettrait l'autonomie de secteurs entiers du gouvernement. Donald Trump traitait ces entités comme s'il s'agissait de secrétariats subordonnés à son cabinet personnel, dictant des directives politiques qui allaient à l'encontre des analyses techniques, bafouaient les avis et violaient la mission initiale de ces institutions. Aujourd'hui, la Cour suprême impose une limite catégorique à ce mode de fonctionnement.
Ce qui était auparavant décrit comme une stratégie audacieuse de concentration du pouvoir est désormais officiellement considéré comme incompatible avec la Constitution. Et c'est là le cœur de la crise. La Cour n'a pas seulement interrompu les actions du président, elle a déclaré avec précision que le modèle de gestion qu'il tentait de mettre en place était inconciliable avec le système constitutionnel des États-Unis. Cela change complètement la donne. Car à partir de ce moment historique, toute tentative similaire d'accumulation de pouvoir sera suspecte. Et peu importe qui sera le prochain président. Le message vaut pour tous. Dépasser les limites constitutionnelles ne sera pas toléré. La Cour suprême a rétabli une limite institutionnelle que beaucoup considéraient déjà comme disparue. Et cette redéfinition intervient à un moment où la démocratie américaine était mise à rude épreuve. La rhétorique de l'autorité totale, l'idée qu'une élection donne le droit de gouverner sans contrôle, était considérée par beaucoup comme normale. Mais la Cour a répondu de manière directe « non ». Même le président n'est pas au-dessus des lois. Les décrets ne remplacent pas le rôle du Congrès. Les crises ne justifient pas le non-respect de la séparation des pouvoirs. Cette décision ne met pas fin à tous les conflits, mais elle inaugure une nouvelle phase. Une phase dans laquelle le pouvoir judiciaire se montre disposé à agir et à bloquer les abus. Une phase dans laquelle la Constitution est replacée au centre de la vie publique, non pas comme une relique, mais comme le fondement vivant de la République. Cette position renforce le système, elle renforce les institutions, elle renforce la résistance contre tout projet autoritaire déguisé en efficacité administrative. Et même si Donald Trump tente de réécrire son récit, même s'il tente de présenter cette défaite comme une persécution politique, les faits sont indéniables. Ils sont enregistrés, ils sont signés, ils sont accessibles au public. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Et ceux qui suivent cette chaîne participent activement à cette construction, non pas en tant que simples spectateurs, mais en tant que personnes qui réfléchissent, questionnent, partagent et éveillent les consciences. Et si vous êtes arrivé à cette partie de la vidéo, c'est parce que vous comprenez que ce moment définit l'avenir. Alors profitez-en. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui a également besoin de savoir ce qui se passe. La vérité doit circuler et vous en faites partie. Ce qui se déroule actuellement sous nos yeux est plus qu'un simple revers juridique. Il s'agit d'un point de rupture institutionnelle. La Cour suprême n'a pas seulement interrompu la concentration du pouvoir promue par Donald Trump, elle a marqué un tournant profond. Une empreinte constitutionnelle dont se souviendront de nombreuses générations, car en jugeant illégale l'utilisation unilatérale de la garde nationale, en empêchant le contrôle direct sur des organes indépendants et en suspendant des décrets qui bafouaient le Congrès, le système judiciaire américain a montré que la limite existe toujours, qu'il existe une barrière entre un pays démocratique et un projet personnel d'autorité absolue. Et cette frontière, même si ce n'était que pour un instant, avait été franchie. Trump gouvernait comme quelqu'un qui se croyait au-dessus de toute norme, comme si le résultat des urnes lui donnait le droit de démanteler les piliers institutionnels, de diriger la machine publique sans contrepoids, d'imposer des ordres par décret et de modifier la structure même du jeu politique pendant qu'il se déroulait. Beaucoup ont mis en garde, beaucoup ont craint. Mais peu ont imaginé que la riposte viendrait de l'intérieur même de l'engrenage qu'il avait contribué à mettre en place. L'ironie est lourde. Les 3 votes décisifs contre ses prétentions sont venus précisément des ministres qu'il avait lui-même nommés, croyant qu'ils lui seraient fidèles toute leur vie. La réalité a montré un autre visage. Confrontés à cette responsabilité historique, ces juges ont refusé. Ils ont choisi la Constitution. Ils ont déclaré qu'aucun alignement politique ne vaut plus que le devoir de protéger le pays d'une dérive autoritaire. Ils ont affirmé qu'il arrive un moment où même les alliés doivent voir le risque de suivre un leader qui tente de transformer la plus haute fonction du pays en une extension de sa volonté individuelle. Cette décision démolit le mythe selon lequel le président peut tout faire, et ses conséquences sont bien plus vastes que ne le suggère la couverture médiatique quotidienne. Si la Cour suprême avait cédé,
si elle avait validé les pouvoirs que Trump revendiquait, un précédent dévastateur aurait été créé. Et n'importe quel président, de n'importe quel parti, aurait pu suivre la même voie. Le danger ne réside pas seulement dans le nom de la personne qui occupe le poste. Il réside dans la structure qui se consolide, dans le pouvoir qui se normalise, dans la culture politique qui se façonne lorsque l'autoritarisme est vendu comme une efficacité, une rapidité, une solution magique à des problèmes complexes. Le message de la Cour est dur et essentiel. La démocratie ne permet pas les raccourcis, même lorsque tout semble bloqué, même lorsque l'impatience est grande. Il faut respecter les procédures, respecter les lois, respecter les limites. La démocratie est lente, parce qu'elle doit l'être. Elle exige un équilibre, elle exige des institutions solides. Et Trump a tenté de rompre cet équilibre. Il a tenté de réduire le système américain à une caricature, où les décrets remplacent le dialogue, où le Congrès devient un obstacle, où le pouvoir judiciaire devient un ennemi, où les gouverneurs sont traités comme des subordonnés et où les agences de régulation se transforment en départements personnels de l'exécutif. Mais ce cycle a été brisé, pas par des élections, pas par des manifestations de rue, mais par une décision judiciaire ferme, une décision qui résonne comme un « ça suffit ». Et si ce message résonne en vous, si quelque chose en vous dit aussi « ça suffit », alors votre présence ici compte plus que vous ne le pensez. Parce que l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les cabinets du pouvoir, elle s'écrit dans la compréhension collective, dans la réaction des gens, dans le débat public. Chaque fois que vous commentez, partagez, discutez et vous informez, vous contribuez à protéger la mémoire véritable des événements. Vous contribuez à empêcher que la manipulation ne devienne le récit officiel. Et cela a du poids. Alors que Trump tente de reconstruire son discours, que ses alliés tentent de contrôler les dégâts et de comprendre comment maintenir un gouvernement qui vient de perdre l'une de ses bases, l'État tente de se réorganiser. Mais rien ne reviendra comme avant. Le modèle de gouvernance par décret a été ébranlé. La croyance en un pouvoir illimité a été brisée. Et le pays a vu, pour la première fois depuis longtemps, une institution se dresser fermement et déclarer « Vous n'irez pas plus loin ». Il est certain que de nouvelles frictions surgiront, de nouveaux dépassements, de nouveaux conflits entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais il existe désormais un repère, et les repères sont importants. Ils façonnent les choix futurs, ils orientent les décisions, ils construisent des digues contre les abus, et ce précédent affirme que le pouvoir a des limites, que même le président n'est pas au-dessus de la Constitution, que le texte constitutionnel est toujours vivant, et tant qu'il battra, il y aura de l'espoir. L'espoir que la démocratie survive, l'espoir que la vérité continue à trouver sa place, l'espoir que le peuple américain comprenne qu'il y a encore un chemin à suivre, peut-être plus long, peut-être plus complexe, mais infiniment plus digne. Ce canal est là précisément pour cela, pour éclairer ce qu'il tente d'obscurcir, pour apporter de la clarté là où il sème le chaos, pour expliquer ce que d'autres préfèrent balayer sous le tapis. Alors, si ce message vous a aidé, s'il vous a ouvert les yeux, s'il a clarifié ce qui était confus, laissez votre like maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et surtout, partagez. Parce que la vérité doit atteindre les endroits où la désinformation s'installe. Et vous pouvez être le lien qui apporte cette lumière à quelqu'un qui est perdu, fatigué ou désorienté. Nous construisons une communauté de personnes qui pensent, qui ressentent, qui réagissent, et vous en faites partie. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que ce chapitre ne se répète pas, que cette cicatrice devienne un apprentissage, et que le masque qui est tombé aujourd'hui ne soit plus jamais remis.